Cette histoire, tu la connais sans doute. Au moment de créer les races mortelles, c'est-à-dire les êtres humains, les dieux ordonnèrent à Prométhée et à son frère Épiméthée de distribuer entre elles toutes les facultés dont elles avaient à être pourvues. Épiméthée demande à son frère de lui laisser faire la répartition et de se contenter de l'inspection. Épiméthée, celui qu'on appelle l'imprévoyant, commence par pourvoir les animaux, être privé de raison, et sans s'en rendre compte, leur donne toutes les ressources disponibles, aux uns la vitesse, aux autres la grande taille, à d'autres encore les ailes. Veillons à ce que chaque race puisse survivre, aussi bien dans la lutte envers les diverses races, que dans la lutte pour se protéger des intempéries, et dans les diverses façons de se nourrir. Il ne s'aperçoit que trop tard qu'il ne reste plus aucune faculté pour pouvoir l'espèce humaine. Prométhée, venu pour l'inspection, voit que toutes les races sont harmonieusement munies de tout, sauf l'homme qui reste nu, sans chaussures, sans couverture, sans armes. L'homme n'avait rien, ni pour se nourrir, ni pour se protéger contre le froid et la chaleur. Le bienfaiteur de l'humanité, Prométhée, se décide alors à dérober pour les hommes les habiletés des artistes d'Héphaïstos, le dieu forgeron, et celles d'Athéna, la déesse des artisans et des artifices, les autres arts. En même temps que le feu, et en fit un présent à l'homme. Ainsi, l'homme prit possession des savoirs nécessaires à la vie, mais non de la science politique qui était auprès de Zeus. Ainsi pourvu, l'homme vénéra les dieux, maîtrisa le langage, inventa les habitations, les vêtements, les aliments. Mais les êtres humains ne réussirent pas à créer des villes et vécurent dispersés. Si leur activité d'artisan suffisait à les nourrir, elle ne leur permettait pas de lutter contre les bêtes sauvages. Car ils ne possédaient pas encore l'art politique, dont l'art de la guerre est une partie. Ils cherchaient à se rassembler et à fonder des villes pour se défendre, mais une fois rassemblés, ils se lésaient réciproquement, faute de posséder l'art politique, de telle sorte qu'ils recommençaient à se disperser et à périr. Ce mythe, tu le connais sans doute. Déjà, c'est le mythe de Protagoras, qu'on retrouve dans le Protagoras de Platon. C'est un mythe grec qui explique, entre autres, pourquoi est-ce que nous ne pouvons généralement pas nous accorder les hommes entre nous. Mais selon moi, ce mythe explique aussi notre rapport à la politique, qui est un rapport essentiellement conflictuel. D'abord entre les individus, puisque on va se faire la guerre entre nous, mais aussi des individus avec la politique, puisque comme ils ont manqué d'avoir la science politique de la part de Zeus, eh bien, les individus eux-mêmes ont des difficultés vis-à-vis de la politique par rapport à eux-mêmes. Bon, si on laisse de côté le mythe, ce qu'on peut constater dans la société, c'est qu'on a deux types de personnes. D'un côté, celles qui disent avoir un avis politique très tranché. En général, ce sont des personnes qui vont manifester, qui vont vraiment voter, qui vont s'impliquer dans la vie politique, qui vont avoir des associations et qui estiment que la politique c'est important. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes qui disent n'avoir rien à faire de la politique. En général, ce sont peut-être des artistes, des scientifiques ou simplement des gens qui ne se soucient pas de la politique et préfèrent parier sur des chevaux le dimanche. Mais moi, ce que j'ai remarqué souvent, et j'ai trouvé ça un peu paradoxal, c'est que ceux qui disent ne pas s'intéresser à la politique, ce sont des gens en réalité qui ont un avis politique très tranché, justement. Ils ont souvent une vision de la politique. Ou bien qu'ils considèrent qu'il faudrait plus d'aide sociale, payer plus d'impôts, ou bien à l'inverse, qu'ils disent que le système capitaliste fonctionne bien, qu'il est un marché juste, qu'il révèle les talents et laisse de côté ceux qui ne travaillent pas. Un exemple parmi tant d'autres, c'est, je regarde comme un peu tout le monde qui s'intéresse au développement personnel, David Laroche. Et il a deux chaînes, donc la chaîne principale et puis la chaîne secondaire qui parle de business impact, comment monter son business. Et c'est très intéressant parce que dans la dernière interview qu'il a faite, si c'est encore la dernière interview à ce moment-là quand tu écoutes cette vidéo, c'était intéressant de voir comment il se défiait de faire la politique. Il disait voilà, la politique ça m'intéresse pas, soyons clairs. Et d'un autre côté, dans son interview justement, pour sa chaîne, eh bien il invite une personne éminemment politique, Jacques Attali. Pour moi, c'est un peu le signe que David Laroche, je pense, a un vrai avis politique, un réel avis politique, mais simplement il ne préfère pas en parler. Il a ses raisons, je pense. Mais en tout cas, je pense qu'il a un avis politique, même s'il se défie justement de dire que la politique, ça ne l'intéresse pas. Comment expliquer ce paradoxe entre ceux qui prétendent parvenir à ne pas se soucier de la politique, mais pourtant qu'ils ont un avis très tranché sur la politique? Ceci s'explique, selon moi, parce que tout le monde a plus ou moins conscience que notre bonheur passe par la politique. Et que se soucier de la politique est nécessaire si on veut atteindre le bonheur. Alors, avant toute chose, j'aimerais définir ce qu'est la politique. Parce que quand on parle de politique, on la confond souvent avec les idées politiques. Quand on parle par exemple de la droite, de la gauche,
du centrisme, ou encore du gouvernement, quand on discute des mesures prises par l'Assemblée. Pour moi, le domaine de la politique est bien plus large que ça. Le domaine de la politique, en fait, dans son acception la plus large et la plus originale, désigne une forme de communauté et une modalité de l'action au sein de cette communauté et en vue de cette communauté. Ainsi, par exemple, la politique, c'est tout l'art, en fait, de voir comment est-ce que sur un territoire donné, on va organiser le pouvoir et on va organiser les liens entre les citoyens. Il y a plusieurs manières de considérer cette communauté. On peut la considérer comme un lieu de socialisation, un moment où on peut apprendre à vivre ensemble, ou bien comme un champ de force, comme il y a des luttes où les gens s'affrontent et essaient de tirer leur épingle du jeu pour profiter du pouvoir de la société. Aussi, fondamentalement, la politique est une action qui répond à la question suivante. On a une communauté, et comment est-ce qu'on fait pour qu'elle se comporte bien entre ses membres, envers les étrangers de cette communauté, et comment est-ce qu'elle peut se maintenir dans le temps? Et tout un tas d'autres questions corrélées à ces questions. Ainsi alors, pourquoi est-ce que, si c'est ça la politique, pourquoi est-ce qu'on a tendance à se défier de la politique? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à être en désaccord avec la politique, à dire qu'elle ne nous intéresse pas? Si on va au-delà du mythe, j'ai examiné 2 raisons selon moi qui font que on n'a pas tendance à s'impliquer et à s'intéresser à la politique. Déjà, il y a une première défiance de la politique, qui est qu'on n'aime pas la politique en général parce qu'elle ne peut pas être faite par des experts. Comme le disait Socrate dans le Protagoras, il n'y a rien qui relève là d'un enseignement. Car, par exemple, quand on veut discuter de certaines questions, comme construire un bâtiment, un navire, on a recours à l'avis de spécialistes. Mais quand il s'agit du gouvernement, de la cité, chacun est admis à se lever sans avoir rien appris, sans l'aide d'aucun maître. On peut parler de la politique, voilà, tout le monde a un avis sur la politique, et tout le monde estime que son avis est juste sur la politique, même si on n'a rien fait, même si on n'a pas appris beaucoup de choses, même si on n'a pas une légitimité. Deuxième raison, peut-être plus fondamentale, c'est que la politique, eh bien, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez ennuyeux, d'assez lassant. Quand on voit par exemple sur la chaîne Sénat Public, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, à moins que vous soyez passionné de politique, les débats politiques à l'Assemblée, on a l'impression que c'est n'importe quoi, ils coupent les cheveux en 4 avec des débats qui n'en finissent jamais. Bref, c'est très très ennuyeux. Et personne n'a envie d'écouter ça toute l'après-midi, à part peut-être nos grands-mères. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ça la politique. C'est une partie très restreinte en fait de la politique, qui ne se concentre que sur les acteurs politiques et pas sur les effets concrets de la politique. La politique, c'est beaucoup plus large que ça. La politique, c'est par exemple ce qui nous donne l'ensemble des libertés dont nous jouissons. Dans notre société occidentale, on suppose spontanément que notre environnement est un acquis. En fait, on a beaucoup de libertés dans la société occidentale. Par exemple, la liberté de se déplacer d'un pays à l'autre, de manger ce que l'on veut quand on veut, la liberté d'expression, la liberté de vendre, la liberté d'être soi, de choisir ses projets. Sauf que, on l'oublie un peu souvent, toutes ces libertés ont été obtenues par un ensemble de luttes sociales. Par exemple, la liberté de se déplacer d'un pays à l'autre, il a fallu mettre en place un espace commun, l'espace Schengen, qui demande un immense travail juridique, politique et économique permettant la libre circulation des individus. Ce qui fait que voilà, on peut aller en vacances tranquillement en Allemagne, en Suède, comme ça, sans souci de papier, sans devoir avoir à mettre des visas interminables. D'où l'importance de la politique dans nos libertés et dans nos vies. Bon, on me rétorquera à ça que ce sont des libertés qui sont en fait très limitées dans les faits. Par exemple, la liberté d'être soi, elle est très relative. Par exemple, il y a beaucoup de familles qui empêchent leurs enfants de faire ce qu'ils veulent, malgré le fait que cette liberté existe. Mais néanmoins, selon moi, juridiquement, ces libertés existent. Et même si des barrières se dressent devant elles, elles permettent une grande marge de manœuvre que ne possédaient pas les hommes il y a quelques années à peine. Or, toutes les personnes qui s'occupent de leur bien-être, en ne voulant pas faire de la politique pour moi, s'ils se permettent justement de ne pas se soucier de la politique, c'est parce qu'il y a un système politique libéral qui permet justement de laisser le souci de la politique à d'autres personnes. Qui permet justement que certaines personnes puissent dire « voilà, la politique, moi, ça ne m'intéresse pas ». Mais je suis sûr que si on vivait dans une dictature, dans quelque chose où ce serait beaucoup plus difficile de vivre, eh bien, tout le monde aurait un avis politique très tranché, tout le monde voudrait retrouver sa liberté et tout le monde se battrait politiquement pour changer les choses. C'est pourquoi, si certains peuvent être heureux, c'est parce qu'il existe un système politique qui les laisse libres et heureux. Cela implique, selon moi, qu'il est important de se soucier de la politique afin qu'un tel système puisse persévérer, si on estime qu'il convient pour nous et il nous donne nos libertés, ou au contraire, pour le changer si on estime qu'il brime nos libertés à l'inverse. Donc pour moi, ce système politique-là est essentiel pour nous, pour nos libertés,
pour notre épanouissement nous-mêmes et donc, d'une manière générale, dans le développement personnel, le système politique dans lequel on vit est crucial et très important. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Tu vas me dire, Raphaël, quelles actions concrètes on peut mettre en place pour améliorer notre système? Comment se soucier de la politique? Quelle action mener pour avoir une vie meilleure en société, en communauté, dans son rapport à la politique et dans son rapport aux autres? Une action concrète, par exemple, qui peut être de monter une association politisée, ou non, d'ailleurs, pour discuter des choses à améliorer notre démocratie. Une autre manière peut être de se documenter sur la politique. Ça peut être un bon début, afin de se faire son idée sur la politique. Je recommande à ce titre le Léviathan de Thomas Hobbes, qui fonde la politique moderne. Et si tu n'aimes pas lire, je te conseille et je te recommande la chaîne Politicon, où tu peux avoir un excellent résumé du livre Le Léviathan de Thomas Hobbes. De mon côté, ce que j'essaie de faire, c'est en lançant cette chaîne YouTube, je permets à tout le monde de connaître mon avis et je l'espère de comprendre un peu mieux l'enjeu et l'importance de la politique dans nos sociétés. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.